Dans cet épisode de L'éléphant dans la pièce, nous recevons l'essayiste Françoise Vergès, militante féministe et autrice du livre Un féminisme décolonial. Je le dis, l'antisémitisme était très puissant en Europe. Il est toujours, je pense. Oui, il est toujours. Mais il est Mais décliné là, je autrement. dirais, il a justifié des pogroms, il a justifié des lois complètement discriminatoires. Françoise Vergès, est-ce que le 7 octobre c'était un féminicide ? Non. Vous êtes pour la liberté de circulation, hein ? Pour la migration. Qu'est-ce que vous répondez aux Israéliens qui vous disent on est venu ici en tant que migrants, comme on aurait pu partir aux États-Unis, etc. Non, ils sont venus comme colons. Ils sont venus en disant c'est mon pays. Aucun migrant arrive en disant c'est mon pays. Françoise Vergès, bonjour. Merci Bonjour. d'avoir accepté cette invitation. Cette année, c'était une année charnière, une année où une partie du monde a réalisé que la question de la décolonisation n'est pas encore résolue. Non, pas du tout. On oublie que la décolonisation, c'est un long processus. Il y a eu le moment des indépendances qui est très important, qui a été très important avec les luttes anticoloniales et les constructions de nouveaux États-nations. On trace les frontières, on parle de développement économique, enfin on reconstitue ou on constitue un État-nation, mais c'est pas ça entièrement la décolonisation. Pour moi, enfin je suis pas la seule, mais je peux dire pour moi, la décolonisation, c'est vraiment l'abolition du monde que l'on connaît aujourd'hui, un monde d'extraction, d'exploitation, de dépossession, de colonisation. Ça fait à peu près 3 semaines que le Liban est bombardé, qu'il est occupé en partie par Tsahal. Et là, nous avons une déclaration du président de la République française, Emmanuel Macron, qui nous dit « Aujourd'hui, à nouveau, le Liban est frappé par le chagrin et la peur. Le chagrin pour toutes les victimes civiles des attaques de cette semaine. Le Liban devait être préservé et la guerre évitée. Nous agissons au nom de nos valeurs, de notre amitié, de nos sentiments fraternels pour le Liban. Plus que jamais, il vous faut dans cet instant un président pour assumer la conduite du pays face aux menaces qui pèsent sur vous. Dans cette confusion, dans ce chagrin, la France se tient à vos côtés. Voilà, mes chers amis, ce que ce soir je voulais vous dire, et au nom de mes compatriotes, vous redire à nouveau notre amitié fraternelle et vous dire que la France est et restera le garant de cette exigence et de cette espérance. » Et il rappelle l'histoire commune avec le Liban, qui est en partie aussi une histoire coloniale. Entre 1920 et 1940, le Liban était sous protectorat. Les liens entre la France et le Liban, c'est pas des liens de fraternité comme il dit, mais il y avait quand même un contexte derrière. Mais il parle de chagrin. Il n'arrive pas à nommer celui qui cause le chagrin dans la région. Bien sûr. Pourquoi ? Ça, c'est vraiment... Il y a plein de formules aujourd'hui. Par exemple, tant de Palestiniens tués aujourd'hui. Par qui ? Par quoi ? Je ne sais pas, c'est tombé du ciel. Mais justement, les bombes qui tombent du ciel, elles sont envoyées par qui ? Il y a constamment des euphémismes pour ne pas nommer. Il y a quelque chose, je pense que si vous voulez, Israël a ramené complètement au cœur des débats ce que c'est que la colonisation et ce que c'est qu'un État colonial. Et qui fait à la fois protester contre ce qui se passe, mais aussi revenir, réexaminer en quoi l'État européen dans lequel on vit reste colonial. Et je pense qu'on est rentré dans un nouveau moment de décolonisation, dans une nouvelle réflexion sur ce que c'est que la colonisation et ce que doit être la décolonisation. Qu'est-ce que vous dites à certains Israéliens qui vous disent nous ne pouvons pas être décolons parce qu'on s'est révolté contre la colonisation, donc le mandat britannique, et on a déclaré l'État d'Israël, et donc nous avons eu notre indépendance. Les États-Unis, la déclaration d'indépendance, c'est contre la monarchie anglaise, et la déclaration d'indépendance, nous serons donc indépendants. Les Américains, les Nord-Américains blancs pouvaient se dire, voilà, ils avaient fait une révolution anticoloniale, tout en maintenant l'esclavage, et tout en reposant la construction des États-Unis sur le génocide, le nettoyage ethnique et l'expansion coloniale. Et ils étaient
Ils s'étaient débarrassés de la monarchie anglaise. Donc, la question de se battre contre un ennemi impérial, enfin là, en l'occurrence, l'impérialisme britannique ou aux États-Unis dans la déclaration d'indépendance contre la monarchie anglaise, ne garantit pas que vous êtes en train de construire une démocratie. Les États-Unis, qui aujourd'hui c'est le monde libre entièrement, d'accord, c'est vraiment l'avocat du monde libre, enfin bon, tout ça c'est en train un peu de se défaire, repose sur l'esclavage, la construction de l'État-nation, la construction des États des États-Unis d'Amérique, l'esclavage, la dépossession, le nettoyage ethnique, le génocide, l'expansion coloniale vers l'Ouest. Et donc pousser les populations qui étaient là. Et quel point en commun entre Israël et les États-Unis? Et ben voilà, c'est ces démocraties qui se construisent sur la dépossession et le nettoyage ethnique au nom justement de nous venons pour nous libérer d'un adversaire qui nous opprimait. Bon, alors là, par exemple, les Israéliens disent nous avons besoin d'une terre. Tout ça soutenu à l'époque par l'Occident. Et bien la terre, oui, mais sauf qu'il y avait du monde là. Vous êtes pour la liberté de circulation, pour la migration, quand on a envie ou quand on n'a pas le choix. Oui. Qu'est-ce que vous répondez aux Israéliens qui vous disent on est venu ici en tant que migrants, comme on aurait pu partir aux États-Unis, etc. Non, ils sont venus comme colons, pas comme migrants. Ils sont venus en disant c'est mon pays. Aucun migrant arrive en disant c'est mon pays. Et donc ça sera comme je veux. Ils sont arrivés en disant ça sera comme on veut. On n'a pas de définition juridique d'un colon. On reconnaît le droit à l'autodétermination, mais on ne nous dit pas si un colon est un civil. Un civil, par exemple en Israël, qui se balade avec une kalachnikov dans la rue, est-ce que c'est un combattant? Bon, on a vu des civils aussi le 7 octobre qui ont été massacrés et qui n'avaient pas d'armes. Mais la question, c'est qu'au départ, vous n'étiez pas chez vous. Vous avez pris des terres. Donc, si vous voulez rester là, et après tout, pourquoi pas, il faut que vous partagiez. Donc, vous ne serez plus un colon. Vous ne serez... Pour que ça soit possible, il faut que vous ne soyez plus un colon. Et vous soyez une parmi d'autres, égale à la palestinienne, égale à la bédouine. C'est d'abord en général les victimes qui peuvent dire un peu ce qu'elles veulent. Et ils vont dire, voilà comment si on veut vivre ensemble, voilà comment ça va se passer. Vous êtes d'accord? Ok. Vous n'êtes pas d'accord? Vous ne pouvez pas vivre là. Parce que dans ce cas, vous restez des colons. Et rester un colon, c'est prendre la terre de l'autre, prendre l'eau, prendre son bétail, couper les arbres, installer des platanes parce que les palmiers, ça ne va pas, imposer ma langue, et tous les petits-enfants vont parler la langue du colonisateur. Sinon, ils ne trouveront pas de travail, ils ne seront pas considérés comme les autres. Etc., etc. Non, ça sera fini. À ce titre, à cette condition, il n'y a plus de colons. Tant qu'il y a ça, c'est des colons. Et s'il y a des colons, il n'y a pas de démocratie. Et donc, il y a pas de, on va pas vivre ensemble. Donc, le côté on partage, non, il n'y a pas de partage. C'est comme si, je veux dire, vous me prenez quelque chose, là, vous me volez, et puis vous dites, vous pouvez quand même venir en jouir de temps en temps, comme ça, de loin. Mais attendez, c'est à moi, ça, vous me le rendez. Sans condition. Sans condition, parce que vous me l'avez volé. Depuis quand le voleur impose les conditions? En disant, tiens, je t'ai volé ça, alors je te le rends, mais à condition que tu en fasses ci et ça. Mais non, tu me le rends, j'en fais ce que je veux. C'était à moi, si je veux le jeter, je le jette, si je veux le garder, je le garde, c'est pas... Donc, le colon, vous avez raison, le colon, c'est pas l'arme. Et ça, je vois tout à fait ce que vous dites, parce que j'étais dans un débat, et... dans un musée, à propos du 19e siècle, et des jeunes qui étaient là faisaient la différence entre expédition coloniale et expédition scientifique. Donc l'expédition coloniale, c'était mauvais, mais l'expédition scientifique, il n'y avait pas de problème. Je dis, mais d'après vous, là, l'expédition scientifique, là, quand je vois 1865 dans le Pacifique, là, vous croyez que c'était une croisière? Vous croyez que les gens étaient partis en croisière, et puis alors ils arrivent, tiens, ils ont pris quelques coquillages, tout ça pour le musée? Non, ils peuvent être là parce que la voie a été ouverte par les militaires. C'est la question de privilège aussi oui, qui est questionnée. C'est la même chose, par exemple, quand des peintres arrivent dans ce qu'ils appelleront l'Orient, mais ils peuvent aller en Orient parce que la terre a été colonisée. Ils ne débarquent pas comme ça. Ils suivent les armées, parfois. Les artistes, les écrivains suivent les armées coloniales et peuvent à ce moment-là écrire. Donc, il n'y a pas la séparation. La colonisation a permis à des Européens d'aller dans le monde entier
de voyager, d'explorer, tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, quand ces peuples disent on vient en Europe, ah non, pas question. Ah non, 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 non. Nous, on a le droit de partir dans le monde, on n'a pas besoin de visa, toujours d'ailleurs. On peut circuler, et puis on est chez nous, le monde est à nous, mais vous, non. Vous restez dans votre pays, et vous ne venez surtout pas en Europe. Mais c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? Pourquoi des jeunes africains, et là je parle de tout le continent, n'auraient pas le droit de voyager ? Les jeunes Européens, on leur dit « voyage, va découvrir qui tu es, va découvrir le monde, va voir comment c'est fait, tu reviendras plus riche. » Mais le jeune Africain, subsaharien, non, tout ça, qui dit, elle ou il, dit « mais moi je veux… » Ah non, non, ah non, toi tu dois rester dans ton pays. Pourquoi Vous la pensez liberté que le visa c'est du colonialisme ? Oui, la liberté de circulation n'existe pas. Elle existe pour un petit nombre. Elle n'existe pas pour la majorité de l'humanité. La majorité de l'humanité n'a pas la liberté de circulation. De la même pour ces histoires-là, vous voyez, de nouveau, là, on parle beaucoup du retour des objets volés dans les musées. Mais la première chose à faire, ce serait de faciliter les visas pour que des chercheurs du continent puissent venir voir dans les réserves des collections ce qui est ah tiens, ça c'est à nous, tiens, ça c'est à telle tribu. Mais les visas, on le sait. Il n'y a pas, donc, même de parler, ah oui, on va rendre les œuvres. Mais qui décide si les Africains n'ont pas le droit d'y aller librement en Europe, s'ils n'ont pas les moyens de résider plusieurs mois pour pouvoir explorer, ou pour faire des études, pour faire ce qu'ils veulent. Et même, je le redis, moi, je veux que les personnes qui veulent arriver en Europe, c'est pas nécessairement, il faut pas qu'il y ait un but qui soit le but. Ah oui, c'est pour travailler, alors là c'est bien. Non, c'est pour venir voir la Tour Eiffel. Pourquoi pas. Après tout, il y en a plein là qui viennent voir. Pourquoi une jeune Africaine n'aurait pas le droit de venir à Paris juste pour voir la Tour Eiffel? Pas plus que ça. Pas pour faire des études, pas pour travailler, juste ça. Cette année, l'exemple algérien et l'indépendance de l'Algérie, etc., a été beaucoup évoqué. Et il y a un auteur français qui a sorti un livre qui s'appelle « Oublier Camus », où il parle justement de ce dilemme. Quand on est de gauche, quand on est né sur une terre qui ne nous appartient pas, notamment Albert Camus en Algérie, cette terre, c'est notre terre natale en fait. Et nous, on est perçus comme des collants, et au moment de l'indépendance, vous allez partir. Qu'est-ce qu'on fait de ces 7 millions d'Israéliens ? Il y a des pieds noirs qui sont restés en Algérie déjà, et puis bon, après l'Algérie, il y a des problèmes, enfin bon, ça on pourrait en parler, de comment ça a évolué. Mais le monde que nous souhaitons, enfin le monde que moi, pour lequel je me bats, c'est ce monde où vous renoncez à vos privilèges de colon, et vous pouvez rester. Mais ça veut dire une transformation profonde. Vous n'aurez plus du tout les privilèges que vous avez. Mais moi, je le vois encore à La Réunion. Vous avez des Français qui arrivent, mais ils sont chez eux. Et ils n'ont pas besoin de connaître la langue, ils n'ont pas besoin de connaître l'histoire, ils n'ont pas besoin de comprendre ce qui se passe, ils sont chez eux. Et ça veut dire non, ça sera plus possible. Et même si les gens là, ils font des erreurs, c'est leur droit. Donc, il y a, si vous voulez, le renoncement à la blanchité, c'est le renoncement au privilège du colon. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de visage, ou par exemple, non, mais ça veut dire que ce visage-là ne vous donnera plus ce privilège. On va rêver qu'un jour, les Israéliens souhaiteraient faire cette démarche-là, et les Palestiniens sont d'accord. Du moins, on a un noyau dur qui voudrait négocier la paix et qui voudrait vivre ensemble, etc., etc. Ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. La question qui va se poser, c'est la Nakba, en fait, 48. Les terres qui ont été spoliées, volées, qu'est-ce qu'on fait ? On dédommage les gens Non, ça dépend des gens, hein, parce que justement, il y a peut-être eu cette injustice. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais il y a des gens qui voudront être dédommagés, il y a peut-être des gens qui veulent justement être dédommagés, et puis c'est ça qui leur importe, et puis d'autres personnes qui veulent retrouver leur terre. Il n'y a pas une solution. Il faut vraiment partir du désir des personnes. L'État, si un jour il y a un État laïque, unique, qui s'appellera... La Terre Sainte, on va dire. Allez, qui s'appellera... Bon. Eh bien, effectivement, ça sera un bouleversement profond. Si ça se passe, c'est vraiment que là,
on aura vraiment, vraiment travaillé sur la question de la colonisation. C'est le dernier régime vraiment profondément colonial, basé profondément sur de l'apartheid, des discriminations, des vols de terre, de l'appropriation de l'eau, de la privatisation. Ça sera vraiment, vraiment un bouleversement. Et c'est ça qui est oui, là, vraiment, il y aura quelque chose. Donc, parfois de s'arrêter, si vous voulez, ouais, mais qu'est-ce qu'on fera? Après tout, vous voyez, quand il y a eu la fin de l'esclavage, la France et l'Angleterre, ils ont choisi de donner des compensations financières aux propriétaires d'esclaves. C'était quand même stupéfiant, quand même. Je veux dire, pendant ce temps-là, les anciens esclavisés, rien. Rien. Mais parce que ça passe sur le concept de propriété privée. Ces personnes étaient la propriété privée, voilà, c'est à moi, bon ben voilà, si tu me le prends, il faut que tu me rembourses. Mais là, on parlait d'être humain. Donc, je veux dire, c'est la question, donc on posera la question de la propriété privée. Sur quoi repose beaucoup la colonisation? Françoise Vergès, cette année, la démocratie en France est tombée en panne. Mais l'idée même de se dire « Ah, la démocratie est en panne, et donc je vais y aller, je vais rétablir la démocratie en France », n'effleurerait jamais la pensée de quelqu'un qui vient du Sud. Pourtant, on voit qu'aujourd'hui, Netanyahou est en train d'avoir le même discours que Bush en 2003 avec la guerre d'Irak, en 2001 avec la guerre d'Afghanistan. American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. The people you liberate will witness the honorable and decent spirit of the American military. Every day, you see a regime that subjugates you. That regime plunges our region deeper into darkness and deeper into war. There's nowhere we will not go to protect our people and protect our country. Saddam Hussein has placed Iraqi troops and equipment in civilian areas, attempting to use innocent men, women, and children as shields for his own military. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. That coalition forces will make every effort to spare innocent civilians from harm. The IDF has warned you to get out of harm's way. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. And helping Iraqis achieve a united, stable, and free country, we will defend our freedom. We will bring freedom to others, and we will prevail. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. C'est-à-dire que pour moi, la colonisation, c'est pas un mot, c'est pas une métaphore. Je vois tout à fait ce que c'est. Moi, je viens de l'île de la Réunion, j'ai mon entourage dans ma famille anticolonialiste. Je vois que les gens ne saisissent pas, beaucoup de gens ne saisissent pas ce que c'est que la colonisation. Je pense que, si vous voulez, ça a été un moment. Bon, alors oui, il y a eu des abus, tout ça, mais c'est terminé. Vous voyez, c'est incroyable. Il n'y a pas de compréhension. Il n'y a pas de compréhension de ce que c'est comme forme d'humiliation, comme forme que c'est pas simplement l'exploitation du corps, c'est là aussi, c'est l'imposition de langue, c'est l'imposition de religion, c'est l'imposition d'une forme de la question de la propriété privée, c'est comme ça qu'il faut vivre, c'est comme ça la bonne vie, c'est vraiment incroyable. Et c'est aussi l'idée de ne pas donner la chance aux populations autres, différentes, qui vivent dans un contexte différent, qui ont une histoire différente, de faire leur chemin. Et ça va prendre du temps. Mais bien sûr, ça va prendre du temps. Mais attendez, l'Europe, ils se sont entretués pendant je ne sais combien de siècles, joyeusement. Protestants et catholiques se massacraient. Ils ont fait des guerres dans lesquelles ils ont entraîné le monde entier. Première guerre mondiale, Deuxième guerre mondiale. Ils ont entraîné le monde entier. Ils ont dévasté le monde. Ils sont allés tuer à droite, à gauche, dans des pays où personne, je veux dire, qu'est-ce qu'ils venaient faire? Ils arrivaient, ils disaient maintenant c'est chez nous, c'est notre terre. Enfin, quand même, je veux dire, ils ont vraiment besoin je dirais, quelque chose doit s'arrêter. Il y a totalement une crise du modèle qu'ils ont mis en place. Alors, comme ça va prendre du temps, et un modèle qui a été repris dans le Sud, effectivement, d'un modèle d'un État-nation monoculture, monolangue, etc., avec tous les problèmes que ça pose. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose où l'Europe doit se débrouiller, quoi. Parfois, moi, je comprends ce que vous dites, parce qu'il y a des moments où je me dis, mais c'est à eux de le faire. Chacun, je veux dire, quand on est dans un pays du Sud, il y a des choses à faire. Et si vous voulez, chaque libération dans un endroit va aider d'autres libérations. Mais on n'est pas obligé d'aller libérer les autres.
Bah, voyez justement, on s'en charge. Oui, on s'en charge. Parce que je raconte toujours cette anecdote pendant la guerre du Vietnam, où il y a des communistes italiens qui vont au Nord-Vietnam et rencontrent Ho Chi Minh, et disent comment on peut vous aider, et puis ils posent plusieurs fois la question comment on peut vous aider, tout ça. Et Ho Chi Minh finit par dire mais retournez en Italie, faites la révolution, c'est comme ça que vous nous aiderez. Et il est vrai que quand quelque chose se passe là qui apporte un mouvement, ça se ressent ailleurs. Quand il y a eu le Irak en Algérie, ça s'est ressenti dans le monde. Quand il y a les manifestations Black Lives Matter, ça s'est ressenti Pareil. dans le monde. Quand il y a la révolution en Égypte, ça se ressent dans le monde. Il y a une respiration, on se remet à respirer. Je ne parle pas l'arabe égyptien, je n'étais pas à la place Tahrir, mais pour moi, ça a compté, ça m'a fait respirer. C'est vrai qu'on reproche aux gens du Sud de beaucoup parler de la Palestine au détriment d'autres conflits, d'autres endroits, etc. Mais quand on est migrant du Sud vers le Nord, notamment en France, on a du mal à comprendre qu'il y ait ce qu'on appelait autrefois les dom-toms. C'est-à-dire qu'en tant qu'anciens colonisés, pendant une année où il y a eu les bombardements à Gaza, il y a eu la Nouvelle-Calédonie, les événements de la Nouvelle-Calédonie. Et on s'est dit, ah tiens, là peut-être, il y aura quelque chose. On va être confronté à un fait colonial. On sait que la Nouvelle-Calédonie a quand même un petit statut particulier dans la Constitution. Et puis, ça s'est éteint. Alors, pour la Nouvelle-Calédonie, vraiment, effectivement, en France, on ne peut pas dire qu'il y a une grande mobilisation. Il y a très régulièrement des révoltes, comme on l'a vu, comme vous le disiez, en Kanaki, récemment. Aujourd'hui, en Martinique, il y a, le préfet a imposé l'état d'urgence, le couvre-feu, parce qu'il y a une énorme manifestation contre la vie chère. Il y a régulièrement des mouvements de révolte et d'insurrection. Et l'État français ne lâche pas. La Nouvelle-Calédonie, la Kanaki, c'est vraiment une colonisation de peuplement. Mayotte aussi, d'ailleurs, Guyane aussi. Parce qu'il y avait un peuple, le peuple kanak, et qui est là depuis 3000 ans, je veux dire, qui est là depuis toujours. Et la France arrive et dit maintenant, c'est à nous. Et aujourd'hui, les Français qui y vont, ils sont chez eux. Mais ils ne sont pas chez eux. Donc, dès le 19e siècle, vol de terre, repousser, mettre des frontières à l'intérieur, de mettre des barrières, des possessions des peuples. Et puis, c'est le seule colonie française où il y a eu des réserves, comme aux États-Unis pour les Native Americans. La Kanaki a connu ça. Donc, les territoires kanak, du coup. Comme les territoires palestiniens, comme les territoires enfermés. Vous êtes enfermés. Vous êtes enfermés dans cette réserve. Et donc, ça, c'est la seule colonie qui est connue, la seule colonie française. Il y a eu de grandes insurrections qui ont été, évidemment, comme toujours, sévèrement réprimées, parce que dans la colonie, je ne sais pas moi, pour un blanc tué, vous devez avoir 10 000 colonisés tués aussitôt et publiquement. Il faut faire une démonstration publique, ça doit être spectaculaire. Donc, par exemple, en Kanaki, la tête des insurgés décapités et montrée aux populations natives. Donc, il y a eu vraiment... La Kanaki est une colonisation de peuplement aujourd'hui, au XXIe siècle, toujours. Et c'est pour ça que la relation entre Palestine et Kanaki a été faite quand même par certains, de voir que, voilà, il y a 2 endroits de colonisation de peuplement encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que... la Kanaki est beaucoup plus est moins connue et reste quand même un peu marginale dans la conscience politique. Alors ça pose des questions à l'État français. Là, c'est directement à l'État français. Parce que vous avez même des colons en Kanaki qui disent « mais on n'a qu'à couper l'île en 2, le nord pour les Kanaks, le sud pour nous ». C'est-à-dire qu'ils proposent une apartheid en 2024 sans problème. Donc on voit à quel point la question coloniale est très profonde. Elle fait partie de la manière dont le monde a été pensé par l'Occident et ça continue à peser sur l'organisation politique, culturelle dans le monde. Il y a une disparition de ce que signifie cela pour la question politique en France, vous voyez ? C'est-à-dire on peut être antiraciste en France et on s'occupe pas, on n'a pas tellement en tête ce qui se passe en Martinique ou dans les îles du Pacifique. Même dans l'extrême gauche, même chez les gens très mobilisés, il n'y a pas vraiment fortement cette mobilisation. Il y a eu un intérêt pour ces territoires jusque, je dirais, dans les années 60, 70. Comme effectivement, qu'est-ce que c'est que cet État colonial ? Qu'est-ce que c'est que cette France qui se dit république et qui serait
un État colonial, cet État domine toujours des populations qui n'ont aucune souveraineté, qui ne peuvent pas décider du tout, des peuples qui ne peuvent pas décider pour eux de comment ils veulent développer, faire, avec qui avoir des relations. C'est impossible. Mais ils ont choisi de rester en France, c'est-à-dire ces outre-mer. Pas toujours, non. Les luttes ont été extrêmement écrasées. Ça aussi, c'est une chose qu'on connaît peu. Il y a eu des répressions terribles dans les années 60-70. Et c'est pour ça, à la fin des années 80, on peut dire qu'il y a une pacification, vraiment, parce que l'État français a vraiment frappé. On oublie, elle a utilisé des formes de répression dans ces territoires qui ne sont pas connus, qui sont très peu connus. Parce que justement, il y a une espèce d'indifférence à ces endroits, ou une espèce d'aveuglement peut-être, je dirais, qui fait beaucoup de gens en France ne connaissent pas l'histoire de la répression non plus. Ne savent pas, par exemple, en 67, il y a des morts en Guadeloupe, mais en Martinique, c'est pareil, il y a des procès. À l'île de la Réunion, il y a des procès, les gens sont poursuivis, il y a de la censure. Vous ne pouviez pas, dans les journaux anticoloniaux à la Réunion, parler de ce qui se passait en Algérie. Jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie en 62, vous étiez accusé de porter atteinte à la sécurité de l'État. Donc la répression a été très forte. Et on peut dire que l'État français, une fois que l'Algérie avait eu son indépendance, donc l'État français avait perdu, comme on parle, ce qu'elle a appelé l'Indochine, le Cameroun, Madagascar, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Et l'État français s'est dit, là c'est fini, ça on garde. Tout ça on garde. Parce que ça permet à l'État français d'être la seconde puissance maritime au monde, ce qui est quand même étonnant quand on voit la petite France, là. Je le dis aussi, la recherche scientifique, qu'on oublie beaucoup, hein, c'est très important. L'État français peut autant rechercher dans l'Amazonie en Guyane, que la volcanologie à La Réunion, que la question des lagons en Mayotte, et puis les maladies dites tropicales, présence militaire, présence culturelle, présence géopolitique, c'est-à-dire que ça permet à la France de siéger dans des organisations régionales. Elle est dans l'océan Indien, elle peut siéger dans l'organisation régionale au même titre que l'Inde, au même titre que d'autres pays de la zone océan Indien. Dans le Pacifique, elle peut donc siéger à côté de l'Australie, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. C'est exceptionnel. Ça lui donne une présence, je veux dire, complètement absurde. Donc, c'est très important pour l'État français de garder tout ça, parce que l'État français perdrait énormément de présence. Elle ne serait réduite à une position européenne, tout simplement. Est-ce que c'est ça l'angle mort, en fait, de la politique étrangère française, parce qu'ils doivent balayer devant leurs portes quand il s'agit d'Israël et de Palestine? Là, c'est on va défendre le droit d'Israël à exister, à se défendre. Les gouvernements français ont totalement pris le parti des gouvernements israéliens. Tout à fait. Je veux dire, là, on a un gouvernement clairement d'extrême droite, et il n'y a pas de problème. Effectivement, la France n'est pas du tout, la société française n'est pas décolonisée, n'a pas du tout conscience commence à avoir conscience de son passé colonial et esclavagiste. Mais je peux vous dire que quand nous avons, quelques-uns, commencé à parler de l'esclavage comme fait français, historique et politique, à la fin des années 90, mais il y avait des tas de Français qui me disaient « Mais non, ça c'est les États-Unis, ça ». Et je disais, mais non, c'est votre pays. Hein. C'est juste que ça ne s'est pas passé en Hexagone. Non, c'est qu'il y a une profonde idée que la France, c'est la liberté, égalité, fraternité. Et que donc la France n'a pas pu être coloniale. Et si elle l'a été, elle ne l'a pas été comme les Anglais, qui sont évidemment les méchants, qui sont d'ailleurs effectivement aussi d'horribles colons, absolument terribles, qui ont beaucoup contribuer à l'idéologie colonisatrice. Mais non, c'est un peu... si vous voulez, Aimé Césaire, dans le discours sur le colonialisme, il parle de ce qu'il appelle le choc en retour, en disant qu'aucun pays ne peut coloniser ou esclavagiser sans que ça lui revienne. À ce moment-là, lui, il parlait du nazisme, c'est-à-dire qu'il dit on ne peut pas avoir eu des lois raciales, des lois discriminatoires, des lois d'apartheid là-bas, commis des massacres, des génocides, des nettoyages ethniques, et que ça ne vient pas s'insinuer dans l'Europe. Ça ne vient pas contaminer. Il dit il dit vraiment que la colonisation fait quelque chose aux colonisateurs. On ne peut pas rester neutre. Il n'y a pas de neutralité. Et lui, il dit ça est revenu avec le nazisme, avec les lois raciales.
puisque le nazisme, c'est des lois raciales, et évidemment le génocide contre les Juifs d'Europe et contre les Roms, et le nettoyage ethnique dans l'Est. Et il dit le scandale, il le dit dans le discours sur le colonialisme, il dit le scandale, c'est que ça a été fait par des Blancs à des Blancs. Parce qu'auparavant, ce n'était pas un scandale. Parce que c'était fait à des Noirs, à des Arabes, à des Asiatiques, donc ça comptait moins. Et si vous voulez cette idée de choc en retour, moi je reviens toujours dessus, parce que je dis, mais il y a plein d'idéologies de progrès, par exemple, dont le féminisme en Occident, qui n'ont pas pu ne pas être touchés par ces idéologies. Il y a pas, je ne comprends pas pourquoi ça serait resté totalement protégé, innocent, alors que ça s'est rentré dans les mentalités européennes et dans la manière de voir le monde, dans la manière de se penser supérieur, de penser que la mission civilisatrice, c'était une bonne mission. Et il y aurait des idéologies qui seraient restées protégées, innocentes, dont le féminisme, beaucoup. Parce que c'est quand ce même vous dans appelez d'autres le idéologies... fémonationalisme, d'ailleurs. Oui. Et puis aussi ce que j'appelle donc le féminisme civilisationnel, c'est-à-dire ce féminisme qui adhère à la mission civilisatrice, qui adhère en prenant la question des femmes. Et que dans tous ces pays du Sud, les femmes sont opprimées, enfermées, le patriarcat c'est le plus terrible du monde, etc. Et donc, en tant que féministes, disent ces féministes, nous avons donc le devoir de libérer ces femmes, de leur montrer le chemin. Ouais, c'est ce qu'on appelle en anglais le white saviorism. Il y a le white savior. Et donc, si vous voulez, moi, ce qui m'intéresse pour revenir à votre question, c'est qu'en fait, il y a eu une pénétration de la pensée coloniale, de l'idéologie coloniale dans la société française. Les livres d'enfants, la littérature, les films, tout ça, ça rentrait. De voir, il y a quand même les sauvages et puis les non-sauvages. Et donc, des films où on voit, je sais pas moi, la femme blanche, hein, évidemment enlevée, et sans doute, violentée par des Noirs ou des Arabes, sauvée par des hommes blancs et des femmes blanches. Ça, c'est un scénario tout à fait qui a été dans le cinéma. Après le 7 octobre, en tant que féministes, nous sommes confrontés à une question, à un dilemme. Ils ont annoncé qu'il y avait des viols et des agressions sexuelles. Il n'y a pas eu d'autopsie. Dans la période post-MeToo, nous avions un principe, c'est « je te crois, je crois les victimes ». Est-ce que vous êtes retrouvés dans ce dilemme-là et comment est-ce que vous avez résolu la question si vous l'avez déjà résolue ? Alors, déjà, moi je dirais plutôt « je t'écoute » que « je te crois ». Je t'écoute, donc je prends ta parole au sérieux. Mais l'accusation de viol massif avec mutilation faisait partie quand même d'un discours de représentation de l'homme arabe musulman comme une brute. Mais le fait qu'il y ait pu avoir des viols ne m'étonnerait pas. La guerre, en général, la guerre s'accompagne beaucoup d'abus, quoi. Donc... Et dans ce cas, c'est des crimes de guerre qui doivent être jugés. Pourquoi vous dites qu'il y a cette idée-là de l'arabe barbare ? Ah ben ça, c'est une vieille idée coloniale, raciale, raciste. Dans la nomenclature raciale, raciste occidentale, l'homme blanc, là-haut, le juif un peu dessous comme ça, l'asiatique, l'arabe, le noir, l'autochtone. Donc, dans le discours, dans les médias raciste. Occidentaux... Non, ça c'était le 19e siècle, et donc ça reste toujours un peu. Donc, dans le discours ou dans l'imaginaire collectif en Occident, on pense que les femmes israéliennes sont des blanches. Oui. Pourquoi ? Oui. Comment ? On est juif. Comment on est blanc ? Non, mais elles sont quand même blanchies, je veux dire, parce que c'est quand même... Israël est la seule démocratie dans cette région du monde. C'est un pays moderne, c'est un pays il y a des séries télé, il y a un cinéma, il y a une littérature. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il y a une ignorance du monde arabe et musulman. Oui, mais c'est d'une violence inouïe voir une femme israélienne, notamment une otage qu'on a vue qui était d'origine marocaine. Oui. Les Marocains en Israël, c'est à peu près 800 000. Mais
elle a été prise en otage, mais elle est d'origine marocaine. Elle est considérée en Israël en tant que Mizrahi. Et donc, une séfarade. Et donc, elle subit déjà une discrimination. Aussi une couche de discrimination, à part le fait qu'elle soit femme, aussi, les Ashkénazes sont un peu le top, oui. Le top, oui, ok. Donc, c'est d'une violence inouïe, en fait, de c'est dire d'une violence que inouïe. c'est une blanche... Ah oui, c'est une violence inouïe, parce que si vous voulez, vous devez... Enfin, je veux dire, pour la propagande, cette propagande, il faut absolument... au cœur de l'accusation, c'est la déhumanisation. Il faut déshumaniser l'autre. C'est très profond. Et il faut qu'on comprenne comment se fabrique cette déshumanisation. C'est-à-dire tout le monde n'est pas humain au même niveau. C'est très, très profond. Donc la forme que prend la déshumanisation, elle va être différente selon la nomenclature raciste occidentale. Mais de toute façon, personne n'est complètement humain, sauf les Européens et puis leurs cousins en Amérique du Nord. Tous les autres sont des sous-humains, pas encore complètement humains. Si on ne comprend pas comment fonctionne la déhumanisation, on le voit d'ailleurs pour Gaza aujourd'hui, ou la Cisjordanie, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est parce qu'on n'arrive pas à imaginer ce que ça veut dire de déshumaniser. On n'arrive pas à le concevoir. Mais il faut qu'on comprenne que ça, c'est absolument essentiel dans la colonisation. Vous ne pouvez pas coloniser si vous pensez que la personne en face de vous est égale. Vous êtes égal. Est une sœur, un frère, quelqu'un qui pourrait devenir une proche. Il faut que vous fassiez constamment, donc que l'Occident reproduise constamment cette déhumanisation. C'est très important, la déhumanisation. Donc la déhumanisation des hommes arabes ou musulmans, parce qu'on est arabe et on n'est pas nécessairement musulman, on est musulman mais pas nécessairement arabe, bon ça c'est une chose, est très important. Et celle des femmes aussi. Les femmes musulmanes, elles sont ou idiotes parce qu'elles portent un voile, donc comme je l'ai dit, elles n'auraient plus de cervelle, ou donc passives, ou des victimes. Mais il n'y a pas... je veux dire, quand je dis que il y a une ignorance en Occident, mais moi je suis sûre que j'ai des amis autour de moi qui seraient incapables de nommer une autrice du monde arabe. Oui, parce que nous n'avons rien à vous offrir. Oui. Mais D'ailleurs, il y a un problème de traduction, c'est-à-dire votre culture européenne, on y a accès parce que nous maîtrisons vos langues et nous lisons vos livres, nous regardons vos films, mais vous, rien. Rien. Mais moi, quand je suis arrivée en France, donc j'avais, je sais pas, 20 ans, mais je connaissais, moi, les auteurs français, le théâtre, le cinéma, tout ça. C'est pas parce qu'ils sont supérieurs. Et je connaissais des choses, puisque je venais de La Réunion, de Madagascar, de l'Inde, de la Russie, de l'Amérique du Sud, parce que mes parents étaient des grands lecteurs. Mais, eh bien, c'était normal pour les Français de ne pas connaître ça. Moi, j'étais stupéfaite, parce que c'était pour moi normal de connaître, au contraire. Je ne me voyais pas. Et là, mais une ignorance, et jusqu'à aujourd'hui. Françoise Vergès, est-ce que le 7 octobre, c'était un féminicide ? Non. Quand on vous dit, oui, c'est un féminicide, mais vous êtes une femme occidentale et donc vous ne considérez pas les victimes juives comme de vraies victimes, etc. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas une femme occidentale, donc je vois pas. Mais si vous voulez, la question, pour moi, c'est parfois l'utilisation de termes qui ne n'aident pas nécessairement à l'analyse. Vous voyez, de toute façon, là, l'instrumentalisation de mots partout en ce moment, c'est à tout propos et hors de propos, parce que, si vous voulez, la rapidité avec laquelle les termes perdent de leur sens, de leur contenu, est effectivement terrible. Et c'est pour ça que lancer des mots, au lieu de faire une enquête rigoureuse, et de demander l'enquête rigoureuse, c'est comme si on disait mais ça n'a pas existé. Non, une enquête, je veux dire, tous les crimes il doit avoir une enquête, effectivement, et si l'enquête révèle ci ou révèle ça, mais là la question c'est qu'on est mis à demeure d'utiliser un terme plutôt, et en utilisant ce terme, on montrerait qu'on tient compte des victimes. Mais ces injonctions, je trouve ça, c'est absolument contraire à la recherche. Après le 7 octobre, les manifestations de ces nouvelles féministes qui ont écarté brutalement, violemment les féministes juives
à quel point ça m'a choquée et à quel point je pense que ces militantes Ce sont sont des drôles de féministes et ont trahi, à mon avis, le féminisme. Et au fond, voilà. parce qu'elles sont juives, elles méritent moins le statut de victime Alors, que d'autres. Mais on s'en fiche. C'est ça Non, le mais pire. c'est au fond l'argument. Oui, qui, mais elles s'en de fichent. ces- Ouais. Elles s'en fichent, elles n'ont rien à faire. Hmm. Et c'est là où c'est absolument stupéfiant pour des féministes, celles qui se disent féministes, Ouais. c'est que rejeter une partie des femmes qui voulaient manifester à propos du 7 octobre, c'est pour moi la contradiction absolue du féminisme. C'est pas possible et c'est assez ignoble, pour dire la vérité. Est-ce que vous comprenez que les femmes israéliennes se sont senties seules quand il n'y a pas eu de condamnation pendant des mois? Mais il y a eu des violences basées sur le genre. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'elles se sont senties seules, puisque tout l'Occident s'est levé aussitôt pour défendre et pour justifier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et en Cisjordanie et aujourd'hui au Liban. On ne peut pas dire. Et puis, il y a aussi des questions qui relèvent de la société israélienne elle-même, qui ne relèvent pas simplement de ce qui s'est passé, qui relèvent de la société israélienne, de comment les femmes, comment aussi l'instrumentalisation de la question des femmes par l'État d'Israël, ou des gays, le gay washing, ou le fémonationalisme, tout ça, ce sont aussi des questions, parce qu'on dit les femmes israéliennes comme si, justement, c'était pas traversée de choses. La société israélienne, elle n'est pas que blanche, askénaze. Il y a, comme vous le disiez, des séfarades, et puis il y a aussi des Éthiopiens, et puis il y a aussi des migrants. Donc c'est une société elle-même qui se montre comme homogène aujourd'hui, parce qu'il y a une homogénéité d'un côté, mais il y a des tas de personnes qui sont totalement oubliées. Les Arabes et Israéliens, les Bédouins, les migrants. Il y a énormément de migrants, comme on le sait, qui travaillent dans les champs. Donc, même... alors, pour l'instant, on a l'impression d'une unité pour la guerre. Bon, d'accord, mais... après tout, ça s'est passé ailleurs. Mais la question d'être abandonné, on ne peut pas dire que c'est abandonné. Je veux dire, les États-Unis envoient des milliards d'armes chaque jour, votent des milliards... L'État israélien n'est pas abandonné. Aujourd'hui, quand on parle de blanchité, notamment d'associer les Juifs à la blanchité, j'ai l'impression que historiquement, aux États-Unis, ça fait sens. C'est-à-dire, on l'avait déjà fait avec les migrants italiens, on l'avait déjà fait avec les Irlandais, avec les Juifs aussi ensuite. Est-ce qu'on n'est pas en train d'importer quelque part une notion, hein, la blanchité des Juifs? Alors la Europe, blanchité, oui, mais la Arabe, blanchité, le blanchiment, c'est une théorie qui s'origine en Europe, hein, qui s'origine en Espagne en fait. Hein. C'est les premières théories de qu'est-ce que c'est qu'être blanc et donc civilisé, c'est l'Espagne. Et les Britanniques vont adopter des tas de choses, tout ça au 14e, 15e siècle. L'idée d'une Europe blanche, qui serait blanche, est une idée qui n'est pas de tout temps. On peut dire que, si vous voulez, il y a eu un moment où en Europe, vous étiez juif ou chrétien, mais vous n'étiez pas blanc. Vous voyez, ce n'était pas blanc qui faisait la différence. Et puis, les Européens deviennent blancs. Et puis, ils vont exporter l'idée de la blanchité aux États-Unis, en Amérique du Nord. Donc, cette idée de blanchité, elle est vraiment liée à la fois à une question de religion supérieure, le christianisme, et de colonisation. Parce que c'est au moment vraiment de la colonisation de l'Europe. Il y avait déjà une idée raciale contre les Juifs et l'Europe. Mais l'idée d'être blanche, de la blanchité, c'est vraiment une idée donc, qui s'origine dans l'Espagne catholique conquérante et qui va avoir le succès que l'on connaît. Et il y aura un blanchiment, comme vous le dites. Donc, les Irlandais qui sont carrément pour les Anglais, le pire, le bas du bas, vont être blanchis aux États-Unis. Mais il y a des gens qui ne sont jamais blanchis. Les Noirs ne sont jamais blanchis. Enfin, je veux dire, il y a des cas exceptionnels, mais enfin. Et alors, les Arabes non plus, et non plus les peuples autochtones. Donc, il y a vraiment la question de la blanchité est liée à une idée de supériorité civilisationnelle, mais
C'est très difficile de dire aux blancs qu'ils sont blancs, hein, ou de dire aux blanches qu'elles sont blanches. Elles ne supportent pas. Alors C'est que quoi, c'est du racisme inversé? c'est ce qu'elles peuvent dire. Elles disent, mais enfin, parce que si vous voulez, en fait, c'était tellement naturalisé, c'est tellement même pas. C'est la norme, en fait. Oui, c'est ça. Donc, on y pense même. Et puis tout d'un coup, vous dites, mais toi, t'es blanche. Quoi? Mais comment? Mais c'est pas possible. Comment tu peux dire ça? Je suis pas colon, etc. Tu dis, mais c'est pas à voir avec. T'as pas besoin d'avoir j'ai pas une arme entre les mains et de coloniser. Blanche, ça veut dire que tu as. C'est le privilège blanc. Oui, tu as reçu une position dans le monde de privilège. Mais tu nous accuses. Je vous accuse pas. Je vous montre sur quoi votre mode de vie s'est fondé. Est-ce qu'ils doivent culpabiliser d'être nés blancs? Mais pas du tout. La culpabilité ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, elles se déblanchissent. C'est-à-dire? Eh bien, ça veut dire qu'elles renoncent à des tas de privilèges qui reposent sur l'exploitation et la dépossession. C'est-à-dire, il y a un monde, le monde à venir, pour lequel nous luttons depuis longtemps, depuis des siècles, beaucoup, nos aînés, tout ça. Il faudra que ce soit un monde plus juste. Je sais pas, moi, pendant la guerre d'Algérie, il y a des Français qui se sont engagés. Ils n'étaient pas algériens, ils parlaient pas, je veux dire, c'était pas leur pays, mais c'était insupportable que leur pays, qui était la France, fasse ça. Comme aujourd'hui, vous avez des Juifs qui combattent la politique de l'État d'Israël. Pourtant, qui ont le privilège, comme vous le dites, par exemple, s'ils sont en Europe, ils ne vont pas être arrêtés dans la rue même, il n'y aura pas de contrôle aux faciès. D'accord? Que vous aurez pour un jeune arabe, je dis un parce que c'est plutôt des jeunes hommes, ou un jeune noir. Mais elles et ils sont en train de combattre ce privilège en disant ce n'est pas parce que nous sommes juifs que nous devrions avoir justement ce privilège de la blanchité. Donc, en fait, ces femmes blanches, selon vous, ne pourraient pas s'imaginer qu'elles pourraient éventuellement être un instrument d'oppression? Oui, beaucoup, parce qu'il y a un féminisme, parce que je ne voudrais pas dire le féminisme, il y a des féminismes quand même, ça c'est une première chose très importante. Ce féminisme, les femmes sont victimes de la domination masculine et du patriarcat. Donc, nous serions toutes sœurs. Non, non. Pourquoi? Une femme noire esclavisée n'est pas la sœur de la femme qui est l'épouse du propriétaire terrien esclavagiste. Elle n'est pas sa sœur. L'une est peut-être, effectivement, ne peut pas être médecin ou avocate, mais elle peut posséder des êtres humains. Ça, c'est une grande différence. Les femmes blanches, les femmes européennes ont pu posséder des êtres humains très tôt. Et c'était à cause de leur couleur, et non pas de leur genre, puisque en tant que genre, elles avaient moins de droits. Mais en tant que femmes, il y a des femmes qui possédaient des êtres humains, des esclavisés, qui ont été à la tête de plantations, et qui ont été ensuite, dans la période post-esclavagiste, aussi à la tête de plantations dans les colonies post-esclavagistes, qui ont fait participer activement, pas seulement être passives, mais participer activement à la colonisation. Mais très souvent, en montrant que comme elles étaient quand même, pendant ce temps-là, toujours en situation d'infériorité par rapport aux droits des hommes, elles seraient, donc, si vous voulez, il y aurait une équivalence. Il n'y a pas d'équivalence. Parce que la question, la racialisation, les processus de racialisation, interviennent très tôt en Occident. Très, très tôt. Elles interviennent déjà au Moyen-Âge, avec l'antisémitisme, quand même. L'Europe est très, très antisémite. L'Europe est incroyablement antisémite, anti-Rome, et elle va être anti-musulman. Je veux dire, l'expulsion, l'Espagne, c'est l'Espagne, c'est l'expulsion des Arabes et des Juifs. Donc il y a un nettoyage pour une construction d'une Europe qui sera blanche et chrétienne. La question que je me pose, est-ce que vous pouvez, ou est-ce que vous pensez que c'est adéquat de transposer cette réflexion sur des femmes racisées qui auraient un certain white passing? Et je vais citer un nom, mais ça n'est pas le seul exemple, Elisabeth Badinter. Elisabeth Badinter, c'est considéré par les féministes intersectionnelles comme justement la représentante du féminisme blanc universel, civilisationnel, etc. Mais les juives. Sur le mot génocide qui est utilisé par des étudiants, aussi par des responsables politiques, à la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Vous parlez du génocide de qui?
Eux disent il y a un génocide en ce moment à Gaza. C'est le mot qu'ils utilisent. Quand vous Mais entendez ça, c'est absurde, c'est pas un génocide. Écoutez, dès lors qu'une armée, en l'occurrence l'armée d'Israël, dit aux personnes de Gaza, montez vers le nord parce qu'on va attaquer, ou alors aller au sud parce qu'on va attaquer, c'est la preuve même qu'il n'y a pas de génocide. Le génocide, c'est la volonté de détruire la dernière personne d'une collectivité, nation, ou les Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, c'est pas du tout le cas de ce qui se passe. Mais être femme, je veux dire, moi, c'est là-dessus que je m'oppose. Être femme ne donne pas, comment dire, ne vous innocente pas. Et même, il y aurait des femmes dans le Sud global, dans la bourgeoisie du Sud global, qui sont tout à fait partisanes de l'écrasement des paysannes dans leur propre pays, ou des femmes ouvrières qui vont avoir 4 domestiques qu'elles vont maltraiter. Et comment vous expliquez ça ? La position de classe, c'est la position effectivement d'un whitening, au sens de... Parce que whitening, c'est pas la couleur de peau, c'est effectivement d'appartenir au monde qui domine, au monde du pouvoir aussi. Et il faut vraiment qu'on soit attentif à ça, parce que sinon on va effectivement oublier le fait que vous avez des situations vraiment de caste ou de classe qui sont extrêmement d'exploitation et qui sont menées par des femmes. Donc Elisabeth Badinter ou d'autres, parce qu'on ne va pas non plus en faire un seul exemple, pour elles, pour ces femmes, ce qui va compter le plus, c'est leur position justement d'appartenir à une civilisation supérieure, d'appartenir à une civilisation qui va donner des leçons aux autres, beaucoup plus important que la question d'être femme. Être femme ne vous donne pas nécessairement une posture, disons, révolutionnaire, pour utiliser ce terme, au sens de vouloir transformer les choses, de vouloir transformer le monde. Pas du tout. Je veux dire, c'est la même chose, par exemple, pour vous êtes gay ou vous êtes lesbienne, ça vous rend pas nécessairement progressiste. Hein. Oui, mais il y a cette question d'identification aussi. J'ai l'impression que certaines femmes racisées en France s'identifient plus avec les femmes israéliennes que les femmes palestiniennes, qui ne le ressemblent pas. C'est-à-dire des femmes voilées, qui auraient peut-être une famille nombreuse, des enfants, qui votent pour des partis islamistes, qui n'ont pas de travail, par exemple, je ne sais pas. Mais en fait, il peut y avoir des femmes à la fois de classe populaire ou des femmes bourgeoises qui votent pour des partis conservateurs, réactionnaires, parce que être femme ne vous donne pas nécessairement, ne vous fait pas de vous quelqu'un qui veut transformer le monde. Vouloir transformer le monde, c'est pas votre genre qui vous donne ça. C'est pas non plus ce qu'on appelle votre identité. C'est ce que vous décidez que non, vous ne voulez pas que ce monde soit injuste et inégal. Vous ne voulez pas, donc vous allez participer à la lutte pour cela. Votre lutte qui peut se faire par écrire de la poésie, faire de l'art, descendre dans la rue, que sais-je. Enfin, il y a plusieurs manières, plusieurs pratiques. Mais vous pouvez décider que l'ordre du monde tel qu'il est vous convient, ou que finalement le conservatisme vous convient. Vous convient, vous ne voulez pas du tout que ça soit autrement. Il faut vraiment se rendre compte qu'effectivement, il y a des femmes qui participent à l'oppression et qui participent pas de manière passive, mais de manière active. Comme je l'explique dans mon livre, si vous voulez, pour moi, ce sont des féministes de gauche qui ont fourni le vocabulaire de l'islamophobie en Europe. Et c'est pour ça que ça a eu du succès. Si ça avait été des femmes de droite ou d'extrême droite, ça n'aurait pas eu ce succès. Mais que des femmes de gauche disent, mais être voilée, c'est être opprimée, être musulmane, c'est une religion, je ne sais pas, arriérée, ou je ne sais pas ce qu'elles utilisaient. On avait ôté un peu la gentilité des femmes musulmanes qui auraient porté le voile et qui subissent une oppression, et donc il y avait cette affaire, aussi cette loi de 2004, du voile 2004 dans l'éducation nationale. Et donc, en fait, je me pose la question aujourd'hui, est-ce que s'il n'y avait pas cet élément religieux musulmans, islamistes, parce que pour les femmes juives qui portent la perruque, etc., ça pose pas de problème, mais pour les musulmanes, ça pose problème, c'est ostentatoire, etc., et c'est contraire, ça serait contraire à la laïcité. Et donc, s'il n'y avait pas cet élément, justement, religieux, et donc de la politisation de la religion, notamment au Proche-Orient, avec le Hezbollah et le Hamas, est-ce qu'il y aurait un autre traitement médiatique
de cette question, surtout pour les femmes palestiniennes. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je me souviens au début, si vous voulez, peu après le 7 octobre, il y avait par exemple des photos dans les journaux français en première page. On voyait une jeune israélienne, avec les cheveux lâches, enfin, une belle jeune fille. À l'occidental. À l'occidental, comme on peut en voir partout. Et à côté, on voyait une Palestinienne de Gaza, voilée comme ça, vous voyez, comme ça. Et il n'y avait pas besoin de commentaires. On voyait tout de suite vers qui l'appel à l'identification était fait aux femmes en France. Il y a une très grande... Il y a une idée que la femme voilée, c'est comme si ça lui enlevait son cerveau. Vous voyez, elle a mis un voile, elle n'a plus de cerveau, quoi. Elle ne peut plus penser par elle-même. Mais l'islamophobie a commencé bien avant le Hezbollah et bien avant le Hamas. Donc l'islamophobie, il n'y avait même pas besoin de Hezbollah et de Hamas pour que ça existe. C'est quand même dans les années... Non, c'est très tôt. Il y a quand même quelque chose... il y a très fortement une Europe aujourd'hui qui se reconstruit sur l'islamophobie. C'est-à-dire quand je dis se reconstruit, c'est qu'elle se réinvente comme lieu des droits, lieu de la liberté, lieu de la laïcité, chaque jour contre les musulmans. Donc, contre les femmes voilées, contre le Hezbollah, contre le Hamas. Quoi qu'on pense du Hezbollah et du Hamas, c'est pas ça la question, vous voulez, mais voilà, nous, c'est réaffirmer. Alors, je vais dire comme si c'était... Nous, voilà nos valeurs, et on peut les réaffirmer chaque fois contre ces personnes-là. Donc, en fait, c'est presque... Voilà, ces personnes-là servent de contraste à la valeur européenne. Mais avant, ça existait avant le Hezbollah, ça existait avant le Hamas. Mais est-ce que, moi, ce qui me dérange dans ces faits-là, c'est que j'ai l'impression qu'en Europe, ce vieux continent on a vu de toutes les couleurs, qui était dans l'impérialisme colonisateur, qui était dans l'esclavage pendant plus de 4 siècles, et qui avait vécu la Shoah, et qui avait pris des juifs parce qu'ils sont juifs, et qui les a massacrés. Et je me dis, comment est-ce que tu changes judaïsme par islam et tu te rends pas compte que quelque part ça commence par là aussi. Ça peut leur faire éviter, ça fait éviter de se poser des questions justement sur qu'est-ce qui est arrivé en Europe. Je le dis, l'antisémitisme était très puissant en Europe. Il est toujours, je pense. Oui, il est toujours. Mais là, je dirais, il a justifié des pogroms, il a justifié des lois complètement discriminatoires. Je veux dire, les Juifs, les Roms, c'est dès le Moyen-Âge, c'est très tôt. Il y a des tas de choses interdites. Et donc, il y a un fond. Et là, c'est de déléguer, si vous voulez, aux Arabes le crime européen. Comme ça, on n'est pas les seuls. Vous effacez, non, mais vous l'effacez même. Vous le diminuez un peu, vous voyez, vous le diminuez un peu. D'abord, vous dites c'est que les nazis, horribles nazis. Donc, vous en faites un fait exceptionnel. C'est ce que je veux dire, Césaire, mais aussi d'autres, contestent en disant que ce n'était pas exceptionnel. Je veux dire, c'était à l'intérieur de l'Europe même que cette idéologie a pu naître. C'est pas, le nazisme n'est pas venu de Mars. Il était là en germe, parce qu'il s'était déjà... Le fascisme, les idéologies complètement racistes ne sont pas tout d'un coup tombées dans les années 30. Elles ont toujours été là. Elles ont été pratiquées évidemment dans les colonies, mais elles ont été pratiquées en Europe même. Et notamment beaucoup contre les Roms, qu'on oublie très souvent. Donc, extermination des Juifs d'Europe, génocide par millions. Pratiquement tous les pays d'Europe sont complices. Tous les États sont complices. Et là, tout d'un coup, alors ça devient un événement exceptionnel, c'est quand même, voilà, mais c'était ce moment exceptionnel, l'Europe n'a jamais été complètement là-dedans, et puis maintenant, l'Europe délègue aux Arabes cet antisémitisme, et l'Europe devient, cette Europe de l'Ouest devient. Ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que, comme vous le savez, très très tôt, dès que le sionisme devient une idéologie, à l'intérieur même des communautés juives, il y a des opposants. Bien sûr. À la création de l'État d'Israël, avec des grands intellectuels, tout ça. Donc, on nous montre, je veux dire, cette équivalence entre être juif et être israélien sioniste. Beaucoup de juifs, même aujourd'hui, la dénoncent en disant, mais nous, on est juifs et on veut être... Je veux dire, c'est quelque chose que nous assumons
y a quelque chose d'important pour nous dans la judaïté, mais la judaïté, c'est pas cela. Donc ce déplacement comme ça, je pense que c'est les... Oui, on est en train de vivre, si vous voulez, les derniers, j'espère, enfin des expressions encore de cette question coloniale. Et l'État d'Israël, c'est un État qui agit presque pour l'Europe. Vous voyez, c'est un des derniers éléments de colonisation, quoi. Mais c'est pas tellement étonnant que tout cet Occident soit derrière. Il n'y a pas qu'Israël, d'ailleurs, sur d'autres... Peut-être on pourrait faire le même parallèle dans ce raisonnement-là avec l'externalisation des frontières au Maghreb, en leur déléguant la tâche de, par exemple, maltraiter les migrants, les renvoyer, les refouler, etc. Et puis après, donc c'est à peu près la même chose, oui, finalement. après, vous pouvez dire, regardez comment les Libyens sont... Et les Tunisiens aussi. Les Tunisiens, c'est pas on n'est étonnant, pas morts. etc. Mais vous déléguez, vous donnez de l'argent, etc. Et puis l'Europe reste propre, blanche au sens d'innocent. Vous voyez, elle est innocente. Elle voudrait bien tout ça, mais voilà, ils viennent trop, ils sont trop. Et puis voilà, c'est à cause de la misère dans leur pays, ou des dictatures dans leur pays. Alors on se demande comment ces dictatures sont arrivées, pourquoi il y a des misères, tout ça, c'est comme ça. C'est inhérent à leur manière d'être. Et voilà, mais nous, on ne peut pas, comme disait Rocard, on ne va pas accueillir toute la misère du monde. Hein, et quelqu'un de gauche, vous voyez. Et cette misère, elle vient d'où ? Alors effectivement, on va nous dire, oui, mais enfin quand même, depuis le temps, ils auraient pu développer leur pays et faire qu'il y ait moins de chômage. Mais oui, mais chaque chose a été cassée. Chaque décolonisation, chaque indépendance a été cassée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des forces à l'intérieur de ces pays qui sont des forces conservatrices, réactionnaires, patriarcales. Mais ça a été très aidé. On connaît les coups d'État, on connaît le soutien aux militaires, ici et là, l'Occident silencieux devant des abus absolument incroyables, et comme vous le dites, des accords aujourd'hui entre la communauté européenne et des régimes dans le Sud, qui ne sont pas des régimes qu'on pourrait dire démocratiques. Donc on voit, si vous voulez, c'est toute une corruption profonde, au sens pas corruption nécessairement d'argent, mais une corruption profonde. La démocratie libérale montre ses limites. Elle montre ses limites. Elle montre complètement qu'elle n'arrive plus à résoudre, enfin, si elle n'a jamais résolu les choses, et que toutes les choses qui ont été un peu plus de liberté, un peu plus de droit, n'ont été acquis que par les luttes. C'est parce qu'il y a eu des luttes. Ça n'a jamais été quand l'Europe se montre comme étant mais nous. Mais non, si vous avez accordé ça, si les États, c'est parce que les gens sont descendus dans la rue, ont fait des révolutions, ont protesté, ont brûlé des choses. C'est jamais les gens au pouvoir ne se disent « Tiens, on n'a pas été gentils, on va changer les choses ». Ça n'arrive pas. C'est que à cause des luttes.